monde. Bienvenue à cette table ronde dans cet après-midi frais où on va parler d'un sujet qui est assez brûlant, dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui dans le business, dans la politique, sujet technologique aussi, sujet de la souveraineté numérique. Je tiens à te remercier, David, de m'avoir invité ici. Merci à toi. Donc, tu es bien évidemment, à titre personnel, mais à titre de l'entreprise que tu représentes ici, un acteur important sur ce sujet-là, et on reviendra sur ton parcours et ce que vous y apportez. Je vais me présenter rapidement. Moi, je suis partenaire chez un fonds d'investissement qui s'appelle Elaya. On investit dans des technologies qu'on appelle early stage, B2B, à forte composante tech. Et l'un des sujets sur lesquels on aime beaucoup investir, c'est l'infrastructure cloud, les outils de développement, le DevOps, le DevSecOps, la cybersécurité. Et donc, fatalement, j'ai un angle sur la souveraineté qui est à la fois un angle de citoyen, mais un angle de businessman aussi. Et avant d'introduire le panel, si vous permettez, je vais faire une courte introduction ou définition de souveraineté dans une acception numérique. Le concept de souveraineté existe depuis que les souverains existent. Depuis qu'il y a un roi ou un empereur ou a fortiori un État, la notion de souveraineté existe. En quoi la souveraineté numérique est-elle quelque chose de spécifique qui mérite notre attention aujourd'hui ? Le terme souveraineté numérique existe depuis à peu près une dizaine d'années en France. Je crois que c'est Pierre Bélanger, fondateur de Skyrock, qui avait écrit un article dans Les Échos où il avait défini, je le cite, la souveraineté numérique à la maîtrise de notre destin vis-à-vis des technologies informatiques. J'ai un peu résumé, mais cette idée de maîtrise du destin, donc de liberté, donc de valeur, est co-substantielle à la notion de souveraineté. Gérard Longuet, dans le rapport de 2019, lui a donné des lettres de noblesse un peu plus étatiques dans ce fameux rapport où il a dit « c'est la capacité de l'État à agir dans le cyberspace », définissant ainsi une notion qui est encore un petit peu floue, ce qui est le cyberspace. Mais quoi qu'il en soit, ramenant cette notion de souveraineté à quelque chose d'étatique, je tiens à préciser à cet égard que, même si nous avons un député ici, facilement reconnaissable à sa cravate et à sa veste, tu es très courageux, la souveraineté numérique est un sujet d'État, mais c'est un sujet sur tout le spectre de l'humanité, du citoyen, individu, aux entreprises, qu'elles soient entreprises de type OIV ou petites entreprises et PME, jusqu'à l'État, et bien évidemment. Donc c'est à la fois la sphère publique et la sphère privée. La souveraineté, c'est pas que le numérique. On a longtemps parlé de souveraineté dans la finance, dans l'énergie, dans les matériaux, dans la pharmacie. Pourquoi la souveraineté numérique est-elle quelque chose de spécial ? Je voudrais attirer votre attention sur 3 critères qui, pour moi, rendent ce sujet différent des autres sujets de souveraineté. Critère numéro 1, c'est la pervasivité de l'actif technologique dans le monde, dans l'économie. Aujourd'hui, l'économie numérique, c'est à peu près, d'après la Banque mondiale, 15% de l'économie mondiale. Ça croît de 2 à 3 fois plus vite que l'économie non numérique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'intégralité de tous les verticaux industriels repose sur le numérique d'une façon ou d'une autre. Ce qui veut dire que s'adresser à la souveraineté numérique, c'est aussi s'adresser à la souveraineté dans les transports, dans la défense, dans la santé, dans l'énergie. On ne peut pas faire l'une sans l'autre. C'est pour ça que la souveraineté numérique a une position très spéciale dans le débat de souveraineté. Deuxièmement, on a posé comme critère fondateur de la notion de souveraineté la notion de liberté de choix, d'indépendance, d'autonomie. C'est presque à la genèse et à la création du concept, mais la souveraineté va au-delà de ça. Si on parle de souveraineté au sens territorial, on va parler bien évidemment d'indépendance, d'autonomie, mais aussi de protection des frontières, d'intégrité. Et ça, c'est très difficile à définir dans un contexte numérique. Je vous rappelle à quel point c'est pourtant important de le définir. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près une attaque de cybersécurité par seconde. Le temps moyen pour détecter qu'un actif numérique a été violé d'un point de vue de son intégrité cyberterritoriale, c'est près de 10 mois. Donc quand il y a quelqu'un qui est rentré chez vous numériquement dans votre cyberspace, il se met en moyenne 10 mois avant que vous le sachiez. L'enjeu de l'impact économique de la cybersécurité, de ces intrusions dans les actifs numériques, est de l'ordre de 6 trillions, donc 6 000 milliards de dollars dans le monde. Donc on parle de souveraineté en termes d'indépendance de choix, mais aussi en termes de capacité à se défendre. Il y a vraiment les deux aspects, intégrité et liberté. Troisième chose qui fait, à mon sens, le sujet de souveraineté numérique spéciale, c'est qu'il est un peu contradictoire. Pour moi, le numérique, et c'est ce qui a fait sa raison d'être et son importance dans le monde, c'est que c'est un monde connecté, c'est un monde ouvert, c'est un monde agile, c'est un monde global à sa naissance. Et souvent, quand on parle de souveraineté, on a tendance à penser il faut se défendre. Pour se défendre, il faut des certifications, il faut des frontières, il faut rigidifier un petit peu d'une certaine façon.
Comment réaliser ce compromis entre bénéficier d'un actif technologique qui, par essence, doit être ouvert, agile, rapide, flexible, global, tout en protégeant son intégrité et protégeant la liberté de choix. Donc en conclusion, on est ici sur un domaine de large spectre d'application, du simple citoyen jusqu'à l'État, en passant par la PME, par les startups, il y en a parmi nous, et les OIV, les OSE et autres grands acteurs de l'industrie. Ça touche toute l'économie. C'est un domaine où la loi, la technologie, la finance et la politique sont intriquées. Petit détail sur la loi, quand on parle de frontières, on parle de loi internationale. Il n'y a pas de définition claire dans la loi internationale de la frontière d'un cyberspace. Tous les grands groupes de type organisation ONU, G20, EU, OSEAN sont d'accord pour dire que la loi internationale s'applique dans le cyberspace, mais ils ne savent pas comment. Donc on est aussi dans un flou pas artistique, juridique. Donc on est vraiment dans une grande complexité où plusieurs domaines s'intriquent. Et par ailleurs, il faut qu'on réalise cette merveilleuse ambivalence ou compromis qui est à la fois de rigidifier pour se protéger, mais de rester ouvert pour bénéficier de l'actif sous-jacent. Donc c'est très compliqué. Donc il nous fallait un panel d'experts pour pouvoir adresser ce point. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous introduire les gens qui vont nous aider à y voir un petit peu plus clair, en commençant par notre hôte, David. Donc, tu es directeur de la strat chez 3DS Outscale. Je pense que ça fait au moins 8 ans que tu es là-dedans, qui est dans l'âge du cloud, c'est beaucoup. Et je sais que tu es très impliqué et très engagé sur ces causes-là, puisque, en allant sur ton LinkedIn non protégé, j'ai vu que tu étais aussi secrétaire général d'Exatrust, board member du CIS, donc Cloud Infrastructure Service Provider Europe, membre de l'Alliance européenne pour Industrial Data Edge and Cloud, administrateur de Recruit France, ce qui veut dire que c'est une cause qui est vraiment la tienne. En étant à la fois chez toi Outscale et chez toi sur ce terrain, je pense que tu vas pouvoir nous éclairer. À ta gauche, Yann Klies, cofondateur et CEO de Scalingo, qui est une start-up que tu me définis comme un pass souverain, et c'est le premier pass certifié ISO 27001 et HDS en France et en Europe. C'est assez impressionnant et tu nous diras pourquoi tu as fait ça et le bénéfice que tu en tires. Et j'ai vu que tu étais aussi engagé dans la cause depuis longtemps, puisque board member de la French Tech Strasbourg, président de Alsace Digital, et ça fait 20 ans que tu es dans l'IT, donc tu connais pas mal le domaine. Et à l'extrémité du spectre d'un point de vue géographique, et je vais éviter toute mauvaise blague politique, monsieur le député, je te remercie infiniment d'être avec nous ici. Juriste de formation, tu es passé dans l'audit, tu es passé dans la finance, tu es passé dans le contentieux. Tu te fais élire à l'Assemblée générale en 2017. Tu travailles à la prestigieuse commission des lois. Tu t'es attaqué à la RGPD dès que tu es arrivé. Bravo, il y a des sujets plus sexy. Et tu as travaillé sur le rapport. Alors je ne sais pas si tu as travaillé sur, contribué ou fait ou dirigé le rapport sur la souveraineté numérique en France et en Europe demandé par Bruno Le Maire en 2021. C'est un bon résumé? Ça va. Bon, j'ai donc bien identifié nos participants. Et je vais commencer par celui qui nous invite ici, Yann. Déjà, je te demande d'avoir la gentillesse de réagir à ce que j'ai dit, si j'ai dit des grosses bêtises, pour introduire la souveraineté numérique, mais surtout, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu quand j'ai cherché ce que tu dis et ce que tu écris sur le thème. Souvent, la souveraineté numérique, on la réduit à la lutte contre les GAFAM, contre ces hyperscalers qui prendraient dans le monde un poids qui nous priverait de certaines libertés. Et toi, tu as défini Outscale comme non pas un hyperscaler, mais un cloud de hyper-confiance. Donc j'aimerais bien que tu définisses ce qu'est l'hyper-confiance, comment on l'implémente et pourquoi vous êtes allé sur ce terrain. Alors c'est vrai qu'on va avoir une approche un peu différente peut-être d'autres acteurs dans le numérique dit souverain. On va partir du postulat qu'on est dans la souveraineté à partir du moment où on choisit un environnement fiscal et réglementaire, donc souvent localisé sur une région géographique. Et on peut peut-être la compléter avec également le fait de finalement faire le choix de ses propres dépendances, pour avoir sa propre souveraineté dans ses choix technologiques, ses choix stratégiques et autres. Et donc, par rapport à cela, dans notre approche et souvent dans les discussions qu'on peut avoir avec des entreprises ou des administrations, on va plutôt être sur une stratégie dite du et non pas du ou. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on parle d'être un opérateur de cloud souverain que forcément toutes les entreprises, toutes les administrations doivent absolument passer à 100% sur du souverain. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une approche plutôt hybride,
que peuvent mener de nombreuses entreprises, hein, par exemple, où en fait, en fonction de la donnée qui va être traitée, il peut y avoir des considérations stratégiques ou des obligations réglementaires et qui permettent, à partir de ce moment-là, de pouvoir utiliser des solutions souveraines et des solutions non souveraines. Et donc là, le spectre s'élargit complètement. Et donc, en France en tout cas, et en Europe, pour nous, on va considérer que, à la fois sur les éléments de souveraineté et à la fois dans cette souveraineté qui protège notamment de lois extraterritoriales, la dernière version SecNumCloud de l'ANSSI complète tous ces critères. Et pour nous, c'est important d'avoir cette qualification de l'ANSSI qui est finalement la preuve d'une réelle souveraineté à ce jour. On verra après dans les projets européens ce qui peut en être. Je te remercie. Quand tu parles d'hybridation, juste un petit détail, quand on parle des autres domaines où la souveraineté s'applique, comme par exemple les matériaux ou l'électronique, on est déjà de base dans l'hybridation, c'est absolument impossible de produire quelque chose qui est 100% souverain au sens territorial, au sens de la nature des objets. Ce qui doit être souverain avant toute chose, c'est la nature du choix qu'on fait, je pense. Et ça, c'est un point important. Et tu as mentionné les régulations, les certifications. Derrière, il y a un État, il y a des gens qui formalisent ça, donc je vais poser une question. Je t'ai appelé Yann tout à l'heure, je suis désolé, c'est ça. Donc du coup, à Philippe, c'est Philippe. Donc toi, tu développes ton action dans le cadre de l'État. Je crois que c'est dans le cadre de la loi de programmation militaire. Ton premier target, c'est les opérateurs d'importance vitale, c'est les opérateurs de systèmes essentiels. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait percoler ce qui vient de la tête de l'État sur les grands organismes, sur l'ensemble du tissu numérique et industriel français et jusqu'aux startups? En fait, il y a plusieurs strates. Il y a l'État pour lui-même. Dans un premier temps, il faut que l'État fasse ses propres choix. Et quand on a un ministre de la souveraineté numérique, il faut qu'il puisse avoir la capacité d'influer sur l'État, sur l'ensemble des ministères, pour que eux développent et appliquent au sein de leur ministère cette partie-là. Et puis, l'État a le rôle de faire en sorte que la souveraineté, c'est ce que tu as dit en introduction, la souveraineté n'est pas simplement qu'une question de l'État, c'est aussi une question du citoyen, d'un certain nombre d'entreprises, de la plupart des entreprises, mais essentiellement les entreprises qui sont opérateurs d'importance vitale ou opérateurs de services essentiels. Et donc, dans le cadre de la loi de programmation militaire, qui est partie de l'Assemblée la semaine dernière pour aller au Sénat pour sa lecture, il y avait toute une partie qui était consacrée à la protection de l'État et de la France en termes de cybersécurité. Et donc, c'était des pouvoirs donnés à l'ANSSI de façon supplémentaire, on l'a évoqué tout à l'heure, avec des moyens de pouvoir mettre des sondes et des balises pour pouvoir identifier des attaques, éventuellement les prévenir, éventuellement, si jamais elles arrivent, de pouvoir les affronter le mieux possible. Et puis, s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas justement aller un peu plus loin. Et donc, on s'est posé la question avec plusieurs collègues et on a déposé un amendement en commission des lois qui a été adopté, qui prévoyait que la totalité des organismes d'importance vitale et des organismes fournisseurs de services essentiels devaient faire le bilan, et c'est ce que tu disais, David, faire le bilan des données sensibles qu'ils avaient en leur possession. Et quand on dit données sensibles, ce sont les données sensibles au titre de la souveraineté de l'État-nation. Pas forcément la donnée sensible pour l'entreprise en tant que telle. Alors, ça peut être de temps en temps la même, mais prenons un exemple. Chez EDF, des données qui concernent les réacteurs nucléaires sont des données hypersensibles. Ça met en jeu l'intégrité de l'État-nation, ça met en jeu un certain nombre. En revanche, les données de Linky, de connexion et de consommation de nos concitoyens n'étaient pas forcément des données sensibles à ce niveau-là de granulométrie. Donc, l'idée, c'était de faire un bilan des données sensibles et de s'assurer que les traitements de ces données étaient le plus protégés possible. Et la meilleure façon de les protéger, c'était de dire on va utiliser le référentiel de l'ANSSI, le fameux SecNumCloud, en disant qu'il faut qu'il y ait une immunité aux règles extraterritoriales, parce que c'est ce que tu as dit aussi en introduction. Dans le cyberespace, on ne sait pas quelle est la vraie règle qui s'applique. Est-ce que c'est du droit international ou est-ce que c'est du droit local ? Or, on se rend bien compte qu'un certain nombre d'acteurs ont décidé que c'était leurs propres règles qui s'appliquaient partout. Les Américains l'avaient fait avec le dollar, ils le font maintenant avec les données. Les Chinois ont commencé à vouloir aussi le faire à leur façon. Et donc, on a besoin de se protéger et de se prémunir. Donc, dans la loi de programmation militaire, on avait introduit cette définition. On l'a retirée en séance
parce qu'on est en négociation avec l'Union européenne en ce moment sur la transposition de Secnum Cloud au niveau européen, ça s'appelle EUCS, et on est en négociation sur cette fameuse clause d'immunité aux règles extraterritoriales non européennes. Et on voit bien qu'on a un petit sujet géopolitique en ce moment, c'est qu'on a une partie de l'Europe qui est celle qui est la plus à l'est, qui est très inquiète de ce qui se passe à ses frontières, qui du coup a besoin de la protection américaine. Et donc il y a un jeu d'influence sur cette partie-là. On a aussi une commission qui est très ouverte, très atlantiste, et donc très ouverte à ce que les données puissent aller librement entre l'Europe et les États-Unis. Et donc on a un accord d'adéquation qui est en cours de négociation. Enfin, c'est même plus une négociation, il est au Parlement européen, mais la Commission est la seule à pouvoir décider, qui permettrait d'avoir des données qui partent librement d'Europe aux États-Unis et des États-Unis en Europe. Alors, on sait très bien que ce sera plutôt de l'Europe vers les États-Unis. On sent que Meta pousse beaucoup parce que la sanction d'1,2 milliard d'il y a une semaine leur a fait quand même mal au portefeuille et que la plupart des géants américains ont très envie d'avoir un accord d'adéquation. Donc oui, c'est vraiment le rôle du législateur, c'est le rôle du gouvernement et de l'État. Et quand je dis l'État, c'est les administrations, les ministères, qui chacun dans leur verticale, dans leur responsabilité, doivent aujourd'hui faire attention à protéger les données et à faire en sorte qu'elles soient traitées le mieux possible dans l'intérêt de nos concitoyens. Merci beaucoup. Il y a plein de choses que tu as dites sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Mais avant de passer le micro à toi, Yann, juste rebondir rapidement, parce que quand tu notes de l'État, le législateur, on parle de l'État français. Moi, je suis un Européen convaincu. J'ai l'impression qu'on ne peut pas se défendre tout seul en termes de bloc. Où on en est dans la vraie collaboration, le vrai momentum. Il y a eu des projets, il y a eu des groupements qui se sont faits, qui lead, où on en est où, la vraie vérité sur le momentum européen sur ce sujet? Alors, la vérité des choses sont qu'aujourd'hui, un certain nombre d'actions sont claires et sont faites. Le RGPD, on l'a fait, on va le réviser, parce qu'il va falloir le réviser à la lumière de l'intelligence artificielle, parce qu'à l'époque du RGPD, on n'avait pas encore l'intelligence artificielle qui était arrivée, et donc on a des zones de conflit entre la protection des données personnelles et l'intelligence artificielle. Les fameux bacs à sable, comment est-ce qu'on fait les jeux de données, ce genre de choses, il va falloir qu'on arrive à réfléchir et à le mettre en place. Ça, c'est en cours. DSA, DMA, Digital Services Act et Digital Markets Act ont été décidés. Ils sont en application directe. On est en train de les adapter en France. C'est la fameuse loi SREN qui est proposée par Jean-Noël Barrot en ce moment, qui va intégrer toute une partie de protection des mineurs sur Internet, un certain nombre de choses. Ça c'est fait. Il y a eu un consensus et ça se passe plutôt pas trop mal. Il y a le Data Act qui est en cours, il y a l'IA Act qui est en cours, et l'IA Act devrait être voté par le Parlement européen normalement aujourd'hui ou demain, avec peut-être un petit souci, c'est qu'il n'est peut-être pas forcément applicable tel quel, trop restrictif, pas assez ouvert, et donc on va avoir des problèmes d'application, donc il faudra peut-être le retoucher avant de le publier. Ça fait à peu près l'unanimité. Et ensuite, il y a toute la partie gestion des données, où là, on n'a plus d'unanimité du tout. C'est le fameux accord d'adéquation dont je parlais tout à l'heure, et c'est la fameuse norme EUCS pour le cloud, qui est en fait à l'initiative française au départ, qui est Secnum Cloud poussé au niveau européen, avec des niveaux différents, c'est ce que tu disais David, parce qu'on n'a pas forcément besoin du même niveau de protection en fonction du type de données et de ce qu'on est comme entreprise ou comme administration, mais avec un niveau maximal, qui est le niveau de protection maximum, qui est avec une immunité aux règles extraterritoriales. Donc c'est forcément des données opérées par des sociétés européennes sur le territoire européen, avec le plus possible de composants européens. Bon, on sait bien que c'est pas totalement possible, mais voilà. Et ça pose un problème, parce que notamment les Allemands et les Hollandais sont un peu sur la réserve sur ce sujet-là. Ils trouvent que c'est un sujet trop poussé par la France, et qui est un frein au marché, et que donc du coup c'est pas forcément dans leur acception de ce qu'est un marché européen, et en ça la Commission les suit. Donc voilà où on en est. Et sur le cloud, il y avait une initiative qui s'appelait Gaia-X, qui existe toujours, et pour laquelle on attend de savoir si on va délivrer des choses, mais on voit pas grand chose venir. On avait voulu à l'époque l'appeler l'Airbus du cloud. Pour l'instant il n'a pas décollé. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, et tu as raison de rappeler ce compromis entre protégé par le législateur et garder toute la souplesse requise au business. Yann, c'est quoi un pass souverain, et en particulier quand on est une start-up? Eh bien, pour rappeler la genèse, on a monté Scalingo avec mon associé Léo il y a 8 ans maintenant, donc on est une vieille start-up. Pour deux raisons principales. La première, c'était vraiment
popularisé le PaaS, le Platform as a Service, donc cette manière de consommer du cloud qui met les développeuses et les développeurs au centre de l'équation, au centre de l'expérience. L'expérience as a Service, si je reprends un peu les mots d'Outscale et de Dassault. Et la deuxième raison pour laquelle on a décidé avec Léo de monter Scalingo, c'est de proposer une alternative aux grandes majors américaines. Donc on ne disait pas souverain encore, mais c'est vraiment chevillé au corps chez nous. Il faut rappeler que il y a 8 ans, enfin quelques années juste avant qu'on monte la boîte, il y a eu l'affaire Prism, qui est un élément fondateur pour nous et pour beaucoup de technophiles en fait en réalité. Hein, en France et en Europe, où Edward Snowden montre que les services américains puisent un peu des données où ils veulent. Pour moi, de ma perception, c'est là un des événements qui a commencé, où on a commencé à prendre conscience que ouais, le cyberespace, les données, c'est pas virtuel, ça a un impact dans la vie réelle. Et donc ces deux piliers, le as a service, le produit donc l'économie en fait, et la souveraineté, ou en tout cas arriver à faire un produit qui soit aussi bon que ce que les Américains peuvent proposer, mais opéré depuis la France et l'Europe, ce sont toujours les deux piliers qui nous guident aujourd'hui. D'accord, je vais me permettre d'être un tout petit peu poil à gratter. Souverain, c'est un claim qui est facile à faire. Comment vous le définissez ? Comment vous le prouvez, comment vous le certifiez ? Oui, tout à fait. Ouais. Très bonne question. Sectum Cloud en fait nous aide là-dessus. Donc aujourd'hui, on est certifié nous ISO 27001 et HDS, donc hébergeur de données de santé. Donc ISO 27001, c'est norme ISO, donc internationale, hein, sur la sécurité des systèmes d'information. Si je résume, et si je résume encore, si ISO 27001 c'est puissance 1, Sectum Cloud c'est puissance 10. Donc c'est vraiment pousser tous les potards de tout ce qu'on peut faire dans la sécurité, dans l'isolation des flux d'administration, des flux de données, etc. Donc c'est vraiment un cran vraiment là, très au-dessus. Tu es engagé là-dedans. Vous êtes en train de faire ce chemin-là. Donc on est engagé là-dedans. Pour être complètement honnête, on s'est engagé là-dedans. Ok, il y a toujours comme chez tout le monde, il y a une part de conviction en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur. Mais il y a aussi un moment, on a des employés, bientôt on aura des investisseurs, ils veulent, tout le monde veut que ça tourne. Et donc je crois aussi à la promesse de l'État qu'au-delà du référentiel, il y a un marché. Enfin, je veux dire, il y a des commandes en fait, quoi, qui vont se faire en fait, quoi. Ah, tu me donnes un hook pour passer la main à David. J'ai plein de questions pour savoir aussi comment vous implémentez ce claim très important, mais je vais le prendre à l'envers. D'où vient la demande, d'où vient la motivation? C'est une motivation citoyenne ou le marché vous le demande, ou l'État vous le demande? Est-ce que le régulateur pour les OIV devient la demande, ou est-ce que les entreprises privées se disent non, moi aussi j'ai envie de protéger mes données, pas simplement pour des raisons étatiques, simplement j'ai pas envie que mon concurrent le sache par exemple, et donc j'ai besoin d'un cloud certifié et je vais chez vous. D'où vient la demande? Je pense qu'au départ, en tant qu'entrepreneur et de l'entreprise elle-même, chez Dassault Systèmes, c'est Dassault, on est là pour servir la France, servir l'Europe. Donc dans notre ADN, on a déjà une volonté et une dimension vraiment très importante qui nous anime. Ça, c'est le fondement de l'ADN, on va dire, du groupe. Et ensuite, on avait en 2010 les schémas de créer des clouds dits souverains. Et donc, quelque part, l'histoire nous a donné raison en créant Outscale en tant que spin-off de Dassault Systèmes à l'origine, qui était un projet vraiment industriel qui s'adressait aux entreprises, au marché. Et par la suite, on a eu les mouvements un peu plus gouvernementaux et la prise de conscience. Et je pense que ce qui a révélé vraiment cette nécessité d'une certaine autonomie numérique stratégique, c'est d'avoir traversé la crise sanitaire, la crise géopolitique, la crise énergétique ces jours-ci.
Et donc, je pense que là, ça révèle une réelle nécessité à ce qu'on puisse vraiment reprendre notre destin en main avec différents acteurs du numérique et que cet ensemble puisse s'inscrire dans un cadre aussi réglementaire, qu'il soit en France ou en Europe. Et donc, qu'à travers ce cadre, des acteurs privés puissent proposer leurs propres valeurs, puissent apporter une valeur différente sur le marché. Et donc qu'il y ait un cadre et que ensuite les acteurs privés puissent agir entre eux. Oui, tu notes beaucoup d'acteurs hein, là-dedans pour servir un service digital sur le cloud. Il y a plusieurs couches. C'est très complexe. Je ne sais pas comment on peut certifier chaque élément dans cette couche. Tu parles d'hybridation. Donc, à la fois, le client doit identifier celles de ses data et ceux de ses services qu'il veut protéger ou qu'il doit protéger. Mais à l'inverse, vous, en tant que provider, est-ce que vous pouvez certifier l'intégralité des items du IaaS au PaaS, aux multiples SaaS qu'on met dessus? Comment ça se passe? Alors, en fait, en tant que cloud opérateur, on a une réelle conviction, c'est que le cloud, ce n'est pas de l'hébergement, ce ne sont pas des data centers. Le cloud, c'est vraiment l'automatisation et de pouvoir accéder à de l'informatique en mode as a service, réellement à la demande. Et donc, ce qui est important, finalement, dans ces différentes couches de cloud, qu'on parle d'infrastructure as a service, de plateforme as a service, de software as a service, finalement, ce qui est important dans toute cette chaîne, c'est le as a service et cette intelligence qui est apportée. Et c'est finalement cette intelligence qui doit être souveraine. Chez Outscale, on a eu la démarche de développer notre propre logiciel qui s'appelle TinaOS, qui nous permet d'avoir une réelle indépendance, une réelle autonomie, une réelle stratégie. On ne dépend d'aucun acteur tiers par rapport à cette vision stratégique qu'on peut avoir sur le cloud. Et donc, quel que soit le matériel qui est utilisé, quels que soient les data centers utilisés. Et donc, c'est finalement ça qui est amené en proposition de valeur auprès de nos clients qui nous font confiance. C'est de leur dire qu'on a une réelle maîtrise du service qu'on leur propose. Donc, si je comprends bien, je tente un résumé hyper simpliste. Si je suis une grande entreprise, je peux avoir des services à protéger et d'autres qui sont un peu moins critiques. Je peux utiliser une architecture hybride, mettre un petit peu chez tes copains d'AWS, un peu chez toi, et je n'aurai pas le même niveau de certification au regard de la souveraineté dans les deux cas. Et ça, tu accompagnes les clients à définir qu'est-ce qui mérite d'être protégé et comment. Oui, on peut en discuter avec eux et en tout cas sur les éléments de souveraineté, sur des données dites sensibles pour eux d'un point de vue réglementaire ou non, ce sont des éléments qu'on leur apporte sur cette souveraineté. Oui. Qu'après, il fasse le choix lui-même éclairé de manière à ce qu'il puisse, en toute souveraineté dans sa décision, procéder comme il l'entend. Ouais, la liberté de choix, ça reste quand même clé à tout ce qu'on est en train de dire ici. J'ai une question pour toi, Philippe, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais, parce que c'est nécessaire, et si le régulateur s'y met pas, on n'y arrivera pas. Mais souvent, le régulateur aussi, il rajoute de la lourdeur, des délais inconnus. Les certifications qui vont sortir, forcément, vont être coûteuses à implémenter. Est-ce qu'il y a en contrepartie de ça, en équilibre de ça, un comportement aux achats dans l'État pour aider précisément nos tissus numériques industriels, et pas que les OIV, l'intégralité de nos acteurs à pouvoir franchir ce pas-là? Alors, le principe de base, ça serait qu'effectivement, l'État impose des référentiels du type Secnum Cloud pour protéger et pour imposer la protection. La contrepartie serait effectivement qu'il y ait un marché qui soit ouvert. Et là, je dois avouer que je suis un peu sur ma faim. Pour être très honnête, l'État aujourd'hui n'achète pas comme il devrait acheter. La commande publique ne va pas suffisamment vers les entreprises de France et européennes. Et en plus, c'est pas méchant pour les ESN, mais l'État est un peu flemmard. Et donc, il a décidé deux choses. La première, c'est qu'il a dit il y a un truc qui s'appelle l'UGAP, et ça va s'occuper, on va acheter sur étagère via l'UGAP. Donc l'UGAP va référencer, puis ensuite, tous les acteurs publics vont pouvoir acheter directement via l'UGAP. Sauf que ça ne marche pas bien, ça ne marche pas comme ça. Et quand vous ouvrez la page web de l'UGAP, quand vous êtes une collectivité territoriale, vous allez chercher du cloud, et ben ceux qui sont mis en avant par l'UGAP ne sont pas ni français ni européens, c'est plutôt nos petits copains américains à chaque fois. Et ça ne va pas.
Donc il y a des choses qu'il va falloir changer et changer le mode de fonctionnement de l'UGAP. Ça, c'est une première des choses. Et je pense que ça y est, on arrive au sein de nos deux assemblées à une sorte d'unanimité sur le sujet. On est plusieurs députés à en avoir parlé la semaine dernière. On va commencer à travailler sur le sujet pour proposer au gouvernement une piste sur la partie UGAP. Et puis il y a la partie commande publique pure où l'État segmente beaucoup ses marchés publics. Il y a d'un côté le ministère de l'Éducation nationale, de l'autre le ministère de l'Intérieur, un troisième qui est le ministère de la Défense. Et donc il n'y a pas de cohérence dans les appels d'offres. Et le truc, c'est qu'en plus, l'État ayant très envie d'avoir qu'une seule tête et deux oreilles en face de lui à chaque fois, il fait des énormes marchés. Des marchés qui sont en fait captés par les ESN, qui vont ensuite eux-mêmes le fractionner et le couper, mais le couper en fonction de leurs propres spécifications et de ce qu'ils ont pu éventuellement produire comme rapport préalable pour l'État, pour la définition du cahier des charges. Et donc ça aussi, il va falloir qu'on le travaille. Je pense que Bercy a commencé à comprendre qu'il y avait un vrai souci, que la commande publique n'allait pas suffisamment vers les entreprises françaises et européennes. La Commission européenne, avant la crise ukrainienne, avait commencé à être ouverte à l'idée. C'est beaucoup refermé. Et là, le fait que Biden ait fait son fameux IRA réouvre le sujet. Parce qu'on s'est quand même rendu compte que, sous couvert de « j'ai envie de verdir mon économie », il a fait un coup de protectionnisme et de dumping protectionniste très fort. Et qu'on va être encore les dindons de la farce si on ne réagit pas. Donc je pense que le sujet est mûr. Il va falloir trouver des exemples. Alors j'en avais donné un à Jean-Noël Barrot, qui est toujours le mien, c'est une marotte. C'est le Health Data Hub, la fameuse plateforme de données de santé, qui est chez Microsoft depuis sa conception. C'est un truc qui me heurte au plus haut point. J'aimerais bien qu'on fasse un exemple de ça et qu'on dise, bah, voilà, on arrête, on fait un marché public classique, de taille correcte, qui ne soit pas uniquement captable par les trois plus grands, les hyperscalers, mais justement qu'on puisse le faire vers des entreprises françaises et européennes. Je pense qu'on est en train de basculer parce qu'effectivement, dans la dernière directive, c'est pas une directive, pardon, c'est la circulaire qui réaffirme la doctrine cloud de l'État qui a été publiée la semaine dernière. Elle a été publiée jeudi. C'était un deal qu'on avait avec le gouvernement. Ils nous l'ont donné en avant-première lors de la loi de programmation militaire. Les données de santé font partie des données sensibles qui doivent être sur des clouds immunes aux règles extraterritoriales, donc les fameux clouds souverains. Donc on commence à voir, alors il y a des exceptions, il va falloir qu'on arrive à franchir ces exceptions, mais on commence à voir de la maturité sur ce sujet-là. Et je pense que ceux des cloud providers français et européens qui seront Secnum Cloud auront un avantage concurrentiel très fort. D'abord parce que le référentiel les oblige à être bons, et ça c'est quand même pour le client la meilleure des garanties. Et la deuxième, c'est que ça va leur ouvrir des marchés parce que typiquement, les hyperscalers américains ne pourront pas être Secnum Cloud si on a bien cette norme-là qui reste jusqu'au bout et qui est aussi reprise au niveau européen. Ils ne pourront pas l'être. Ils seront obligés de s'associer avec des acteurs français ou européens pour faire des clouds hybrides. Alors, c'est Bleu chez Microsoft avec Capgemini et Orange. C'est Sens avec Thales. Mais ils vont être obligés d'aller sur ces choses-là. Et ça va nous permettre de rattraper une partie du retard. Parce qu'il faut être très clair, ils ont une puissance de frappe telle qu'ils ont acheté pas mal de briques, qu'ils ont intégrées dans leur offre. Et ils ont aujourd'hui une profondeur et une largeur de gamme très importante. Il va falloir qu'on les rattrape. Je pense vraiment qu'on a l'écosystème pour. Il faut maintenant qu'on arrive à faire travailler notre écosystème de façon coordonnée sur ce sujet-là. Je te remercie. Je pense que dans la salle, il y a pas, avec tout le respect qu'on a pour Azure, il n'y a personne qui n'a pas été choqué par, par cette mainmise de Microsoft. Et on compte surtout là-dessus. Tout ce que tu dis, c'est bien beau, mais si je peux me permettre, il faudrait faire en sorte qu'il n'y ait pas un disconnect. Je prêche pour ma paroisse et pour celle de mon ami Yann, qu'il n'y ait pas de disconnect entre tout ce bénéfice-là qui ne s'arrête pas au grand niveau des... En particulier en France, on a un tissu qui est assez segmenté entre les startups et les PME d'un côté et puis les grands groupes d'un autre côté. Il y a une espèce de chasm au milieu là qu'il faut franchir. Il faut que tout ça percole et qu'on en bénéficie dans toute la chaîne. Sinon, l'innovation qui normalement vient des plus petites structures parce qu'elles sont plus agiles et plus rapides va passer de l'autre côté. Anecdote personnelle, quand on finance des entreprises avec du capital, on espère à un moment donné en récupérer plus. Donc il faut que la chaîne alimentaire, la chaîne de valeur intégrale soit capable de bénéficier de ça. Sinon, les très belles innovations et les avancées technologiques faites avec du capitalisme français et des cerveaux français
ça va devenir très rapidement des boîtes américaines et on n'en bénéficiera pas dans les échelles d'au-dessus. Donc c'est pas un message juste à toi, parce que je sais que tu en es conscient, mais un message à tout le monde. Il faut vraiment que la chaîne soit fluide de la tête de l'État et du législateur, et voire de l'Europe, jusqu'aux gens comme Scalingo. J'en profite pour te poser la question, comment tu fais pour financer ça? Petite boîte, tu dis on est passé de 10 puissance 1 à 10 puissance 10, c'est quoi l'enjeu là? Donc SecNumCloud, on est en cours, on a débuté les travaux, et nos certifications ISO 27001 et AGS, c'est pour nous la première étape vers SecNumCloud, parce que ça nous donne déjà un asset. On a déjà un asset avant de s'embarquer dans l'aventure SecNumCloud qui est très longue et très coûteuse. Depuis le départ, on est sur fonds propres. Parce qu'il y a... Alors, je ne vais pas relater le fait qu'on s'est vu il y a quelques années déjà. Il y a 8 ans, financer du cloud souverain, le mode n'existait même pas, donc c'était vraiment très compliqué. On nous avait répondu qu'il n'y a pas de marché. Donc avec Léo, on s'est dit, bon, qu'à cela ne tienne, nous on pense qu'il y en a un, on y va. Donc depuis 8 ans, on est sur fonds propres. Là aujourd'hui, on pense que vraiment cette année 2023 c'est une année charnière pour l'écosystème parce qu'il y a SecNumCloud qui commence à avoir une certaine maturité. Il y a la commande que néanmoins de ma petite lorgnette je le vois apparaître. Ça commence à transpirer. On peut s'appuyer donc sur l'IAS, le cloud de 3DS pour construire des couches au-dessus. Donc là, on a décidé finalement, parce qu'on a bootstrappé, hein, comme on dit dans le langage de start-upper, on a bootstrappé la boîte depuis le départ. Là, cette année, on a décidé de lever des fonds pour la première fois. Et ce qui nous aide aujourd'hui, c'est plus la promesse du... Est-ce qu'on sait faire du cloud souverain? Aujourd'hui, on a des chiffres, on a des clients. Certains consomment du cloud de confiance via Scalingo, d'autres non, d'autres viennent parce que le produit est bon en fait. Et les deux sont intrinsèquement liés. Moi j'aimerais revenir sur l'idée d'écosystème, parce que pour moi c'est un mot qui cache le fait qu'il y a une collaboration qui est extrêmement importante entre les différents acteurs. Et je pense que du côté privé comme du côté politique et du côté public, je dirais administratif, je veux dire, ceux qui sont pas élus, hein, mais qui sont dans les différentes strates du gouvernement, il y a vraiment ces trois entités-là. Et moi, ce que je vois, c'est que ces trois entités-là collaborent en disant... On nous annonce que peut-être qu'un jour, SecNumCloud, ça va être réglementaire. Enfin, ça avait été écrit dans la loi, mais on nous laisse le temps d'y arriver aussi. Et dans l'intervalle, il y a déjà des commandes, il y a déjà des choses qui se font. On peut déjà avancer et tous les gens se parlent en fait, quoi. Nous, on est invités régulièrement à un certain nombre de réunions dans des ministères, on va dire, pour discuter de ces sujets-là et comment est-ce qu'on peut avancer, quoi. Comment est-ce qu'on fait se rencontrer l'envie du citoyen, de l'État, avec le marché. À un moment, il faut que j'achète. J'ai envie d'acheter, mais j'ai envie d'acheter un produit qui fonctionne, et moi j'ai envie de vendre, et je dois construire un produit qui fonctionne. Tu me réchauffes le cœur de savoir que tu es aussi important que Philippe dans l'avenir du SecNumCloud. On parlait de coûts, on parle de clients. C'est un grand engagement que vous prenez, David. Est-ce que cet engagement de suivre la norme, la certification, implique un surcoût? Est-ce que c'est un premium pour les clients ou est-ce qu'on peut rester compétitif tout en étant souverain? Je pense que depuis 2010, on a pu prouver qu'en fait, à partir du moment où on a un modèle plutôt industriel, on peut fournir des services cloud dits souverains, au même titre que d'une même grille de tarifs que le leader mondial qui le pratique. Et donc de ce schéma industriel, on peut rester compétitif. Donc c'est tout à fait possible de l'être en France, en Europe. Donc on en est la preuve vivante. Ça c'est pour une partie de souveraineté.
Et sur une partie de cybersécurité, ça implique quand même un premium. Être Secnum Cloud, c'est avoir des architectures, des spécifications techniques en matière de cybersécurité, mais c'est aussi beaucoup un ensemble de processus, de méthodes de travail qui sont très exigeantes. Donc c'est peut-être pour ça que non plus tout le monde ne l'a pas. Il y a un vrai parcours, il y a une vraie sélection, il y a une certaine maturité pour l'avoir. Et ce qui donne aussi une valeur finalement pour le client, l'institution ou l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, des entreprises, des grandes entreprises recherchent aussi Secnum Cloud. Ce n'est pas réservé au secteur public. Et donc ça amène un certain premium sur la qualité et le savoir-faire qu'on leur amène. Je te remercie. Ce n'était pas une question piège. Moi, je pense que l'intégrité et la liberté, c'est un premium. Et je pense qu'il faut que la chaîne de valeur complète le comprenne. C'est un service supplémentaire qu'on propose. Et même si la genèse du mot est étatique et d'une souveraineté initialement territoriale, ça concerne tout le monde, et même parfois contre son propre gouvernement ou contre d'autres sociétés ou acteurs qui sont à l'intérieur de leur propre pays. Je ne vais pas faire de politique, mais on sait que des données qui sont posées sur des clouds américains, des données individuelles, sont visibles par le gouvernement américain. Donc ici, il ne s'agit pas de parler de problèmes d'État contre État, il parlait simplement de protection. Et si moi j'ai envie, à titre individuel, de ne pas partager gratuitement certaines données, en particulier dans la santé, avec des assureurs américains quand je vis aux US, j'ai peut-être envie de payer un premium sur le service qui va me les protéger. Donc moi, ça me paraît tellement normal. Je te vois faire une petite moue, tu as peut-être envie de réagir. Bien évidemment, le gouvernement français ne ferait pas ça. Non, mais ce qui est important, c'est qu'il faut se dire que il y a des entreprises qui, par nature, des entreprises privées qui, par nature, ont envie absolument d'avoir des données protégées. Un exemple, c'est le secteur financier. Le fait d'être assujetti pour un établissement bancaire au secret bancaire fait que les données de tous les comptes en banque de ses clients doivent être les plus sécurisées possibles. Et donc, le fait d'avoir un cloud provider qui soit européen, qu'on ait à portée de main, qui soit Secnum Cloud, c'est-à-dire la norme la plus exigeante, et en termes de protection des données dans sa conception, mais aussi en cybersécurité, c'est une exigence. Donc aujourd'hui, ils n'étaient pas partis sur le cloud tout de suite. Les établissements bancaires ont mis un peu de temps à aller sur le cloud parce qu'ils étaient plutôt dans la volonté d'avoir leur propre data center, leur propre serveur dans leur coin pour être sûr de maîtriser le truc le mieux possible. Ils commencent à s'ouvrir, mais ils ne s'ouvriront que si on a effectivement en face, sur le marché, des offres Secnum Cloud qui répondent exactement à leurs besoins, à la fois techniques et à la fois juridiques, législatifs. C'est qu'eux aussi ont des contraintes juridiques différentes de celles d'Outscale, mais qui sont cohérentes. C'est que Outscale propose quelque chose qui va répondre exactement aux besoins des établissements bancaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des établissements bancaires qu'on appelle les banques françaises, qui sont les banques universelles de proximité, qui font à la fois des entreprises, des particuliers, des collectivités, etc., vont aller vers des providers qui sont Secnum Cloud. C'est là où on a un avantage compétitif très fort, c'est que seules les entreprises françaises ou européennes pourront être totalement Secnum Cloud. Et donc là, il y a forcément quelque chose. C'est pas que juste une question de protectionnisme de marché, mais c'est que ça va permettre de faire monter en compétences de façon très forte, parce que c'est des données, c'est des masses de données. Oui. C'est des grosses entreprises avec des masses de données. Et donc, tout de suite, ça fait monter, ça fait un scale-up qui est très important et qui est absolument nécessaire pour l'ensemble de l'écosystème, dont les petites entreprises vont avoir besoin aussi, parce que Outscale ne pourra pas fonctionner tout seul. Il aura besoin de s'appuyer sur des partenaires en cyber, parce que un partenaire de cyber est le meilleur sur tel type de menace. Et on en a en France parmi les Et aujourd'hui, on a un écosystème fabuleux en termes de cyber. Absolument. J'adore que tu cites le mot conservatisme. On veut pas ça. On veut un espace où on est libre et intègre, ou en tout cas on peut défendre notre intégrité, mais pas forcément État contre État. Moi, je pense qu'une offre souveraine doit bien évidemment adresser les sujets de l'État, du régulateur et des certifications, mais doit s'offrir à tout le monde. Moi, je pense qu'un jour, un client international pourrait avoir envie de protéger ses données contre des attaques, être libre aussi de choisir dans toute flexibilité comment il hybride dans un mode totalement spectral la distribution de ses charges et de ses datas, et se disent, puisqu'il y a cette certification en France, que j'espère devienne européenne, je peux aller vers tel provider en toute sécurité. C'est un peu ça l'idée. Vous avez des clients internationaux où on travaille. Oui, on a cette démarche dite spectrale.
Je t'ai volé le mot en fait. Ouais, non, il n'y a pas de copyright non plus. C'est peut-être un peu, la méthode d'achat aussi sur des avions de chasse, par exemple. Donc, il y a bien une confiance qui est faite sur certains États qui détiennent une certaine propriété ou un certain usage. Et donc, on peut admettre le choix pour un État, où qu'il soit dans le monde, de finalement dépendre d'un État sur lequel il considère que c'est acceptable. J'espère qu'on va montrer le chemin. Et peut-être, je n'ai pas l'horloge sous les yeux, mais j'ai l'impression qu'on a consommé à peu près le temps. C'est ça. Une toute légère petite question rapide à vous trois ou celui qui a envie de la prendre. Je repars de mon angle d'Européen convaincu. Est-ce que vous pensez qu'on peut créer un jour un European Tech Act qui pourrait diriger la commande des grandes entreprises européennes et des États européens vers les fournisseurs européens et les startups européennes? Est-ce que c'est un délire? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est un bénéfice? Non, c'est pas un délire. Je pense qu'on y arrivera, pas forcément sous la présidence d'Ursula von der Leyen pour l'instant. Je pense qu'il faudra qu'on attende de 2024 fin d'année 2024 pour le relancer vraiment. Moi, je milite et on est quand même quelques-uns maintenant et je suis en train de regarder dans les différents pays européens si on ne peut pas avoir un Buy European Act qui est l'équivalent du Buy American Act et avec un Small Business Act. Parce que aussi les Américains, ils ont dirigé la commande publique vers les entreprises américaines, mais surtout vers des entreprises de petite taille et de taille intermédiaire. Ils n'ont jamais voulu aller l'envoyer vers les grands. Or, nous, on a tendance, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à plutôt l'envoyer vers les grands qui sont ensuite chargés de fragmenter. Mais quand ils fragmentent, ils prennent de la marge au passage et donc ils assèchent la création de valeur dans les petites entreprises. De la marge et du temps. De la marge et du temps. Et donc, forcément, et ça ne pourra se faire qu'au niveau européen. Contrairement, mais ça c'est un autre débat, mais je pense qu'on va aller vers une régionalisation de l'Internet. Je pense que l'Internet totalement ouvert, mondialisé, c'est fini. On le voit, les Chinois sont capables de se déconnecter du réseau mondial quand ils veulent. Les Russes, par nature, le faisaient déjà un peu avant, mais là en plus, en ce moment, c'est le cas. Les Américains ont tendance à vouloir essayer de le faire aussi parce qu'ils ont la pression chinoise en face. Et l'Europe et l'Afrique sont aujourd'hui deux plaques suffisamment grosses pour pouvoir avoir leurs propres règles. Et on n'a pas le même mode de fonctionnement en Afrique qu'en Europe, on n'a pas les mêmes modes de paiement, on n'a pas le même mode de fonctionnement. Et donc nos réglementations seront différentes. Il faudra simplement qu'on apprenne à travailler nos réglementations ensemble pour faire des ponts, pour voir comment est-ce qu'on peut fonctionner. Mais oui, on va y arriver, et la taille européenne est la seule bonne taille. On ne peut pas le faire au niveau d'un État comme la France ou même comme l'Allemagne. Ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. Le seul inconvénient de l'Europe, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord à l'unanimité pour ce genre de choses, et ça, politiquement, c'est toujours un peu compliqué. On compte sur toi. Bon, en gros, tu nous as dit que le gros fantasme des années 90, de cet Internet libre, gratuit, accessible à tous, c'est un peu mort, mais vous nous avez rassuré sur le fait qu'on peut continuer dans un espace où notre intégrité est sécurisée et où on peut continuer à être libre grâce à vous. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot de clôture ou si on prend des questions dans la salle. Bonjour, moi c'est Nicolas Bonneau, je suis ingénieur QA Outscale et j'ai toujours une question vis-à-vis justement de passer le Secnum Cloud au niveau européen. Vous avez dit vous-même qu'on avait beaucoup de nos partenaires, comme dans les pays de l'Est, qui étaient très friands de parler d'abord aux Américains avant nous, ou nos amis allemands qui sont toujours prêts à les favoriser, ou encore la Suisse qui a préféré prendre un bombardier américain pas du tout adapté à leurs besoins plutôt que de rechercher une solution européenne. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que même une solution Secnum Cloud à l'européenne suffirait à les convaincre de tourner leurs services et leurs données vers un service comme celui-ci plutôt que de rester sur leurs vieux compagnons de route qui sont encore les Américains? Alors, oui et non. C'est que Secnum Cloud, devenu EUCS, c'est-à-dire la partie européenne de Secnum Cloud, toute seule, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre un peu de contrainte. Et la contrainte, c'est un texte qui s'appelle NIS 2. Nice, on a déjà eu la directive Nice qui est arrivée, qui réglemente le niveau de protection des OIV et des OSE. Nice 2, qui est la deuxième phase, qui est l'amélioration, ça élargit complètement le spectre. C'est-à-dire que pour la France, on estime, parce qu'on n'a pas la liste, on ne peut pas l'avoir, c'est secret comme liste des OIV, on est à peu près entre 300 et 500 OIV totaux ou pour partie en France. On va multiplier par un peu plus 20, très certainement avec Nice 2. Et donc ça veut dire que, par contre, si on impose que sur un certain nombre de données hypersensibles, des OIV et des OSE dans NIS 2, on est obligé d'avoir le niveau le plus élevé de protection de EUCS,
là oui, ils seront obligés de le faire. Et notamment un certain nombre d'industriels allemands qui aujourd'hui ne veulent pas le faire, le feront par nature. SAP le fera forcément, alors qu'ils sont plutôt hostiles à l'idée. Parce qu'ils auront dans leurs propres clients des OIV et des OSE qui seront soumis à ces règles. Et donc de fait, ça va descendre comme obligation. Mais il faudra le combo des deux. Si on n'a que IUCS, ça ne marchera pas. Là encore, ce n'est que mon avis, je précise. Merci, bonjour et merci pour vos interventions. Je m'appelle Clément, moi je suis Cloud Data Engineer. Pour revenir un petit peu sur les histoires de Buy European Act, etc., tout ce genre de choses, bon, factuellement, bon, il y a de la législation, mais si un pays ou un autre veut acheter un concurrent américain pour X ou X raison, bon, il le fera, quoi. En effet, comme l'a dit un collègue, sur des questions très stratégiques, ils prendront le meilleur produit qui existe, en l'occurrence si c'est américain ou chinois maintenant, parce que moi je vois pas pourquoi on se priverait de Alibaba Cloud ou même de Yandex Cloud, hein. Franchement il n'y a pas de raison pourquoi on n'irait pas faire des recherches en source ouverte sur Yandex, Baidu. C'est des mines d'informations, on a plein d'entreprises aujourd'hui qui font du big data, qui font de l'open source intelligence en utilisant ces moteurs de recherche. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de vouloir réguler, interdire, contraindre. Si vous voulez vraiment favoriser l'écosystème français, moi, il y a un sujet, c'est dans les cours, en université, au collège, etc. On nous apprend d'abord à utiliser les services AWS. Là, moi, je vois, il y a plein d'acteurs, il y a plein de composantes logicielles. Là, vous avez mentionné quelque chose de très intéressant sur les référentiels dans les administrations. Et ben, vous mettez, tout le monde connaît AWS, etc. Vous mettez les solutions logicielles françaises. Et quand on fait du design d'architecture, bah, au lieu de nous apprendre à utiliser le logiciel SDK d'AWS, bah, en cours, en université, en école, on nous dit, vous nous faites une architecture avec des composants logiciels français. Voilà, déjà ça passe juste par une bonne connaissance des outils et des technos qu'on a. Là franchement il y a tout. Je veux dire, moi demain je vais faire une architecture qui sera peut-être pas l'équivalent d'AWS mais qui fait quelque chose de similaire avec des bons services. Je peux le faire juste. On ne connaît pas, c'est jamais enseigné à la fac, etc. Deuxième chose, un truc simple aussi, c'est faut baisser les charges sur les entreprises. Enfin, point barre ligne, quoi. Là-dessus aussi, il y a un problème de compétitivité prix qui est évident à ce niveau-là. On a du mal à recruter, enfin, il y a pas mal d'entreprises qui ont du mal à capter les meilleurs ingénieurs qui s'en vont chez les big tech français, chez les big tech américaines parce que les salaires sont plus compétitifs. Et c'est tout. Donc certes, il y a peut-être la réglementation européenne à mettre en place, et encore, je ne pense pas que ce soit le facteur déterminant, mais sur les deux points que j'ai énoncés, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien, zéro, niet, et il faut qu'il y ait un début d'action. Sinon, ça va stagner. Enfin... Sur vos deux points, les deux premiers, oui, aucun souci, ça fait partie des sujets que je porte aussi sur la question de l'enseignement, l'éducation nationale, et voilà, ça fait partie des sujets. J'ai saisi l'autorité de la concurrence sur la question, donc j'attends maintenant la décision de l'autorité de la concurrence. Il y a un point qui vous manque, et je rajouterai un troisième point qui va dans votre droite ligne. Il nous manque aujourd'hui des ingénieurs, il nous manque des gens qui font des maths, il nous manque des filles ingénieurs, il nous manque des filles qui font des maths. On a besoin aujourd'hui d'avoir des maths à l'école, d'avoir des maths dans les universités, et on a besoin d'avoir des gens de tous les sexes et issus de la diversité. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle est en train d'arriver, et si on n'a pas la capacité d'avoir des ingénieurs qui ont une façon de voir les choses différente de celle des anglo-saxons, on aura des algorithmes d'intelligence artificielle qui seront mâles, blancs, 50 ans, anglo-saxons, et ça ne sera pas tout à fait ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin ou ce qu'on a envie de voir. On a besoin d'avoir des gens issus de partout pour éviter la majeure partie des biais. Et en termes de maths, il nous manque aujourd'hui des filières de matheux. On vit sur nos acquis, on a les meilleurs, on avait les meilleurs. On en a encore qui sortent, mais pas suffisamment. On a besoin d'avoir. Donc, ça, je rajoute sur la partie talent. Oui, il faut que peut-être qu'on baisse les charges encore un peu, mais il faut aussi qu'on produise des ingénieurs et des ingénieurs de bon niveau. Merci à tous, merci pour cette question qui aurait pu ouvrir un autre débat aussi long. L'éducation, la diversité, ça va faire partie du jeu. Tu as raison de mentionner l'intelligence artificielle en conclusion. Parce qu'en fait, on pensait être dans l'intelligence artificielle depuis quelques années. En fait, on y rentre juste maintenant, à peine. Ce qui veut dire que tout ce qui est le sous-jacent technologique, comme le cloud, ça va encore grandir dans un facteur phénoménal dans les années à venir. Donc, tout ce sujet est super important. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à nos trois panélistes. Merci.